Quand on pense au train de la banlieue parisienne, il y a une silhouette qui vient tout de suite à l'esprit, celle des Z2N. Ces trains à 2 étages, c'est bien plus qu'une machine, c'est carrément une institution. Leur histoire, c'est celle d'une véritable révolution qui a répondu à une crise et a défini une nouvelle ère pour des millions de voyageurs. Et c'est justement la question qui va nous guider. Comment un simple train a-t-il pu marquer toute une époque ? Parce que vous allez voir, comprendre l'histoire de la Z2N, c'est un peu comme lire dans l'histoire de la banlieue parisienne elle-même, avec ses besoins, ses ambitions et ses compromis. Allez, pour bien se mettre dans le bain, regardons cette chronologie. Dans les années 70, c'est la crise. Les vieux trains inox n'en peuvent plus et il y a de plus en plus de monde. En 75, première tentative, les voitures VB2N à 2 niveaux, mais il leur faut une locomotive. Le vrai tournant, il arrive en 1983 avec les Z5600, les premières Z2N automotrices. Ensuite, on avance jusqu'en 2001 pour la dernière génération, les Z20900, qui mettent le paquet sur le confort. Et enfin, à partir de 2007, c'est l'heure de la grande rénovation pour donner un coup de jeune à tout ce parc. Bon, commençons par le début. Pour vraiment piger pourquoi les Z2N sont arrivés, il faut s'imaginer l'ambiance de la fin des années 70. Le réseau était au bord de l'explosion. Imaginez le cocktail, 2 chocs pétroliers, la création de la fameuse carte orange en 1975 qui rend le train super attractif, et des villes nouvelles qui poussent comme des champignons. Le matériel de l'époque était complètement dépassé. Il fallait de toute urgence une solution pour transporter plus de monde, beaucoup plus de monde. Alors, c'est quoi exactement une Z2N ? C'est assez simple. Le Z, en jargon ferroviaire, ça veut dire automotrice électrique, 2N, facile, 2 niveaux. Mais la vraie révolution, c'est le mot automotrice. Fini la locomotive qu'on doit atteler. Là, on a un ensemble tout en un, moteur et voiture, pensé dès le départ pour le transport de masse. Une rupture totale avec ce qui se faisait avant. Cette révolution Z2N, elle commence donc avec 2 séries, presque des jumelles, mais avec une différence technique essentielle, les Z5500 et les Z8800. Ce sont elles qui vont imposer ce standard du train à 2 étages pour les décennies à venir. Ce qui est super intéressant ici, c'est la différence cruciale entre les deux. La Z5600, elle est monocourant. Elle ne fonctionne que sous 1500 volts continu, le courant du réseau sud-est. La Z8800, elle, c'est la version polyvalente, bicourant. Elle peut rouler aussi bien sous 1500 volts au sud que sous 25 000 volts au nord. Et ça, c'était absolument vital pour pouvoir faire les interconnexions du futur RER. Côté moteur, pour les deux, on est sur du courant continu, la technologie bien maîtrisée de l'époque. Et à l'intérieur, à quoi ça ressemblait ? On est en plein dans les années 80. Fini les banquettes orange, on passe à des sièges individuels en sky marron. Bon, le confort est assez simple, on va pas se mentir, mais pour l'époque, c'était un vrai progrès. L'idée, c'était d'offrir une vraie place assise à chacun. Maintenant, on passe au poids lourd de la famille, la série la plus connue, la plus nombreuse, celle qui va devenir le symbole du RER&D et du RER-C, la Z20500. Et avec elle, c'est un bond en avant technologique et sonore. Cette citation, elle est géniale parce qu'elle parle d'un truc que tous les usagers connaissent, le son du train. La Z20500 a apporté un son complètement nouveau. Une sorte de chant au démarrage, une mélodie très reconnaissable qui venait de l'électronique de puissance. C'était vraiment le son de la modernité. Et la citation, elle fait référence aux rénovations plus tardives qui ont un peu fait taire ce chant iconique. La fin d'une époque, même pour les oreilles. Alors qu'est-ce qui a changé pour produire ce son ? C'est simple. On est passé du bon vieux moteur à courant continu des premières séries, robuste mais qui demandait beaucoup d'entretien, au moteur asynchrone pour les Z2500. Ce nouveau moteur est plus performant, beaucoup plus fiable, et c'est lui qui, piloté par l'électronique, produit ce fameux chant au démarrage. Et pour bien comprendre l'importance de cette série, il suffit de regarder ce chiffre. 194 RAM, c'est juste énorme. La Z20500 est devenue littéralement omniprésente sur le réseau. C'est elle qui a permis de mettre à la retraite une bonne partie des vieux trains inox et de moderniser des lignes entières. Au tournant des années 2000, les mentalités changent. Avoir beaucoup de place, c'est bien, mais les voyageurs veulent aussi du confort. C'est tout l'enjeu de la dernière née de la famille, la Z2900, et des programmes de rénovation qui vont suivre. La Z20900, elle, a été pensée pour les longs trajets. Techniquement, elle a une nouvelle chaîne de traction, l'Onyx, qui donne un meilleur contrôle. Mais c'est surtout pour les passagers que tout change. Enfin, un système de ventilation réfrigérée pour ne plus suffoquer l'été. Des sièges plus larges, plus confortables, à 4 places par rangée. Et petit plus, on peut même passer d'une voiture à l'autre dans la partie centrale. Ces diapos résument parfaitement la montée en gamme. On part du sky marron un peu austère de la Z5600, on passe ensuite au tissu anti-lacération de la Z20500, c'était fonctionnel on va dire. La Z20900, c'est la vraie rupture, avec ses sièges plus cossus et l'air réfrigéré. Et la dernière étape, c'est la seconde vie offerte par les rénovations, avec de nouveaux sièges et des couleurs vives pour toute la flotte.
Et au milieu de cette modernisation, il y a eu des idées un peu folles mais géniales. Sur le RER-C, certaines rames ont été décorées de A à Z avec des images du château de Versailles. Imaginez prendre votre train le matin et vous retrouver dans la galerie des glaces. Une façon assez spectaculaire de faire le lien entre le train et la destination. Bon, après plus de 40 ans de service, quel est le bilan? Eh bien, la Z2N laisse un héritage assez complexe. C'est le résultat d'un matériel qui a été conçu pour être le couteau suisse du rail, avec forcément des avantages et des inconvénients. Voilà, tout est résumé ici. Du côté des points forts, une fiabilité à toute épreuve et une énorme capacité assise, parfaite pour les longs trajets. Et puis sa polyvalence, le fait de pouvoir s'adapter à toutes les hauteurs de quai. Mais c'est aussi là que le bas blesse. Pour mettre un maximum de sièges, on a mis très peu de portes. Et ça, c'est devenu un véritable cauchemar sur les lignes très chargées comme les ERR, C et D, parce que les gens mettent un temps fou à monter et à descendre. Et ça, c'est l'autre gros point faible. Pour transporter encore plus de monde, on a rallongé les rames de 4 à 6 voitures. Sauf qu'on n'a pas ajouté de moteur. Le résultat, il est flagrant sur ce graphique. Les performances, surtout l'accélération, s'écroulent. C'était tellement un problème que sur le RER-C, les horaires de toute la ligne étaient calculés sur la rame la plus lente, ce qui pénalisait tout le monde. Cette citation tape en plein dans le mille. Elle résume tout le paradoxe de la Z2N, un train pensé pour la masse, mais qui, au final, se révèle plus adapté aux lignes de grande banlieue, là où il y a moins de monde qui monte et qui descend à chaque arrêt, loin du chaos des stations parisiennes. On termine donc avec cette question un peu provocatrice. La Z2N a-t-elle été la bonne solution, mais au mauvais endroit? Elle a incontestablement sauvé le transport de banlieue à une époque critique grâce à sa capacité. Mais son architecture même, avec son petit nombre de portes, l'a rendu presque inadapté au rôle de RER hyper fréquenté qu'on a fini par lui donner. Une histoire passionnante en tout cas, et dont les leçons influencent encore la conception des trains du futur.